Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Cette saison est intitulée L'école des chefs, c'est une série de podcasts pour apprendre à mieux exercer ses responsabilités, mais rassurez-vous, ce podcast s'adresse à tous, tant aux hommes qu'aux femmes, qu'aux personnes non-binaires. Comme aimait à le dire Lyotet, la société ne devrait être qu'une pyramide de chefs. Pourquoi ? Parce qu'être un chef, c'est tout simplement accepter de prendre les responsabilités qui nous incombent. C'est faire son devoir, c'est assumer ce devoir que tout un chacun a, à sa juste mesure, c'est prendre sa part au bien commun. Donc être un chef, c'est d'abord refuser le petit esprit du confort bourgeois, c'est refuser l'égoïsme, c'est refuser l'individualisme, tout ce qui nous confine à garder nos talents pour nous et nos convictions dans la sphère privée. Si aujourd'hui notre pays, si aujourd'hui notre civilisation vont si mal, je crois que c'est à cause de la mollesse, de la paresse, de la peur des bons. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sans doute que vous appartenez à ce camp des bons, et ma mission, c'est de vous motiver à sortir de votre léthargie. Aujourd'hui, nous allons évoquer la 12e leçon de l'école des chefs du père Gaston Courtois. Donc c'est un livre, je vous renvoie finalement à cette série. Vous pouvez commencer la série en commençant par le premier épisode. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'esprit de cordialité. Un chef qui manque de cordialité, c'est quoi ? C'est un supérieur froid, c'est quelqu'un de soupçonneux, c'est quelqu'un qui ne vous adresse la parole que pour vous signaler vos manquements. Bref, c'est le type de personne que vous n'avez pas envie de servir ni même de fréquenter. Alors comme d'habitude, avant de commencer le podcast, je vous rappelle, n'oubliez pas de le partager, de mettre un pouce en l'air, de mettre une bonne note, de mettre des commentaires pour que le podcast puisse remonter dans l'algorithme. Et nous allons tout de suite commencer. Alors je vais commencer, comme souvent à mon habitude, par définir les termes. De quoi on parle ? Le père Gaston Courtois emploie le mot cordialité, mais qu'est-ce que veut dire ce mot ? Donc quand on regarde la définition, c'est une attitude sincère, bienveillante et chaleureuse dans les relations humaines. Être cordial, c'est manifester de la chaleur du cœur, ça vient de l'étymologie de cordial, cœur, cordeau, le cœur, une politesse empreinte de bonté et de sympathie, ni froide, ni artificielle. Alors ça c'est important, c'est que justement la cordialité se distingue justement de la gentillesse ou de la politesse, ça va plus loin, c'est une forme de chaleur humaine qui vient du cœur. Donc la cordialité, c'est ce qui permet l'amitié, c'est une courtoisie, mais une courtoisie sincère. Et ça va à l'encontre de la froideur, de la sécheresse, de la distance, etc. Donc, la cordialité, si on résume, c'est la chaleur du cœur qu'on va mettre dans les relations humaines. C'est une politesse sincère qui exprime vraiment la bienveillance plus qu'une simple courtoisie juste formelle. La politesse, c'est quelque chose de formel. La cordialité, c'est la chaleur du cœur. La gentillesse, on pourrait dire, c'est le geste d'expression de cette chaleur de cœur. Alors aujourd'hui, évidemment, on va faire l'éloge de la bonne humeur, du sourire, de la sympathie. Tout ça peut vous paraître extrêmement niais, faux cul, inutile, mais je vais essayer de vous montrer à quel point la cordialité, c'est une vraie vertu, une vertu virile, et une vertu qui est même nécessaire à la victoire. Alors commençons par citer le père Courtois, on va lire finalement cette leçon, et puis on va la commenter au fur et à mesure. Rien ne facilite mieux la compréhension et la coordination entre chefs de service qu'une bonne et franche cordialité. C'est la goutte d'huile qui empêche les rouages de se gripper. C'est le rayon de soleil qui transfigure les grisailles de la vie monotone. C'est le tonique, ne dit-on pas le cordial, qui réconforte aux heures périlleuses et rend plus agréable ou plus aisée une tâche difficile ou pénible. Que personne ne se flatte de pouvoir s'en passer. Alors, je vais commencer par vous raconter une anecdote personnelle. Nous sommes le 20 avril 2017, j'accompagne un ami invité à donner une conférence à Rome, et nous sommes reçus par un mouvement politique romain à la célèbre Casa Pound. Et ce qui m'a particulièrement marqué lors de cette visite, c'est la cordialité, justement, qui animait les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont accueilli. Mais plus encore que cette cordialité, c'était surtout le contraste avec ce que j'ai pu vivre et connaître en France auparavant. En France, à chaque fois que j'étais rentré dans des bars fréquentés par des militants, à chaque fois que j'avais fréquenté des mouvements militants, j'avais toujours eu l'impression d'être un peu l'inconnu, suspect, d'être un infiltré, ou le type en période d'essai avec qui on garde un peu ses distances. Et même lorsque j'ai pu prendre parfois des responsabilités dans l'organisation de conférences, etc., j'ai toujours eu l'impression d'être un peu sur le fil du rasoir, me dire, voilà, bon, en gros, attention à ne pas faire d'erreur, parce que sinon, tout va mal se passer.
À Rome, c'était tout l'inverse, parce que dès qu'on arrivait dans un lieu, il y avait des types qu'on ne connaissait pas, qui parlaient même pas français, et qui venaient nous saluer, avec le sourire, nous dire leur prénom, voilà, on échangeait nos prénoms, ça allait pas beaucoup plus loin, parce que la conversation était un peu limitée par la barrière de la langue, mais le fait simplement voilà, d'accueillir les gens, de se présenter à eux, et puis il y avait évidemment des francophones qui s'occupaient de nous, qui nous parlaient, qui nous avaient visité, qui nous expliquaient les choses, etc. Tout ça m'avait beaucoup marqué par le bon accueil que j'ai reçu. Et sur place, pareil, autre chose qui m'a marqué, c'est de voir des chefs, des responsables être courtois, passer le balai, être souriant. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sourire tout le temps, ce serait quelque chose de niais et d'absurde. Si on a des expressions de visage, c'est bien qu'elles sont censées refléter quelque chose, et si ces expressions peuvent changer, c'est qu'il y a des situations qui sont changeantes. Mais voilà, rien ne m'énerve plus, évidemment, que le sourire des faux culs de tous ces gens qui vont dire du mal de vous dans votre dos, mais qui vont vous sourire en face. Je préfère là-dessus, clairement, la sincérité, de la froideur avec des gens dont je sais qu'ils me détestent et j'aime pas faire comme si de rien n'était. Mais il faut comprendre, et c'est justement tout l'enjeu de ce podcast, que la nature humaine a besoin justement d'une certaine forme de chaleur du cœur. Et aujourd'hui, finalement, tant qu'on n'est pas encore à travailler uniquement avec des IA et des robots, les hommes ont besoin d'être traités correctement, avec délicatesse. Combien j'ai vu de projets autour de moi se détruire, s'auto-détruire, parce que les relations humaines étaient mauvaises à l'intérieur du projet. Ça finissait par créer des tensions, et puis au bout d'un moment, une association explose, une entreprise explose, parce que les gens ne sont pas capables de s'entendre, et parce qu'ils n'ont pas mis justement dans les rouages cette petite goutte d'huile qu'on appelle la cordialité. Je continue de citer le père Courtois. On a beau serrer les dents, ou se durcir le masque, nous avons tous un cœur. Et oui. Et s'il faut être assez fort pour accomplir loyalement sa tâche contre vents et marées, quelle que soit l'épaisseur de la couche d'indifférence ou de dédain qui embrume notre action, il ne faut pas être assez fou pour préférer un tel climat de brouillard à une atmosphère joyeuse, ou tout au moins sereine, dans les rapports confraternels. Le père Gaston Courtois, là, il évoque la force de caractère du chef. Tous ceux qui ont fait l'expérience dans leur vie de mener un projet, d'entreprendre, qui plus est lorsque c'est fait avec droiture, avec honnêteté, ils ont forcément fait l'expérience de l'adversité, des épreuves. Et j'insiste, d'autant plus la bonté, la droiture, la beauté éveillent de la jalousie, du ressentiment, de l'aigreur. Tous les grands chefs ont fait face à des obstacles, à des épreuves. Et dans l'épreuve, qu'est-ce qui va permettre de dépasser cette épreuve, de tenir ? C'est la volonté. La volonté comme un cap, la volonté droite, la volonté toute tendue. Tout ça, la force, ce sont des qualités indispensables. Donc évidemment, il faut serrer les dents, serrer les poings, maintenir le cap. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de souffrance, il faut beaucoup de volonté pour persévérer dans l'effort, marcher vers la victoire. Mais attention, parce que cette force martiale et virile du chef, c'est aussi une sorte de position de combat qui a pour but de mettre en mal l'ennemi, l'adversité, tout ce qui s'oppose à nous, les épreuves, le découragement, etc. Donc pour ça, effectivement, il faut être aguerri, il faut se battre, il faut faire preuve vraiment de volonté. Mais cette, on pourrait dire, position un petit peu martiale ne doit pas être le climat général qui doit guider tous nos rapports. Combien de fois, malheureusement, j'ai vu dans les milieux catholiques ou dans les milieux de militants politiques une sorte de morgue. Les gens ont tous des têtes d'enterrement. Ils vous sourient pas, ils froncent les sourcils, ils vous parlent pas, ils vous fuient du regard, etc. Alors, parfois dans les milieux plutôt militants, politiques, identitaires, etc., on voit des types aux mâchoires carrées qui serrent les dents, assez martiales, etc. Et puis chez les catholiques, c'est plutôt la moue un peu triste, l'air un peu maladif, etc. À l'extrême gauche, c'est plutôt des regards noirs, une forme d'indignation permanente, etc. D'hystérie un peu. Voilà. Bon, alors, franchement, posez-vous la question, à qui est-ce que vous voulez donner envie en donnant cette apparence extérieure ? Encore une fois, que face à l'ennemi, face à l'épreuve, il faille serrer les poings, monter sa garde, durcir sa carapace, tout ça c'est normal. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas tenable. Ou alors on finit aigri, on finit déprimé. J'ai néanmoins une certaine pitié, voire même parfois une certaine admiration, ça dépend des gens, mais vis-à-vis des gens qui se sont beaucoup battus dans la vie et qui vont garder, à cause de ces batailles, de ces guerres, les stigmates de la guerre ad vitam aeternam dans leur expression de visage. Mais néanmoins, si on peut idéaliser la figure de guerrier, je pense qu'il est important de ne pas oublier que ce qui est plus fort encore, ce qui est plus noble, c'est d'être capable d'avoir la force de balayer sa tristesse, son amertume, et de se forcer à sourire à celui qui vient nous rejoindre, celui qui vient mettre la main à l'ouvrage, le plus jeune. Il faut
être capable de parfois ne pas trop s'écouter, chasser de son cœur des pensées un peu belliqueuses. Évidemment que quand on a beaucoup combattu, quand on a fait face à beaucoup d'adversité, de combats, de méchanceté, de trahison, on va forcément avoir tendance un peu à se blinder et du coup à créer en soi une certaine forme de carapace. Et c'est pas en soi, c'est normal, c'est naturel. Mais je pense qu'il y a encore plus de grandeur, plus de mérite à être capable d'ouvrir son cœur vis-à-vis des bonnes personnes qui vont travailler avec nous et de mettre en place justement un petit peu d'huile dans les rouages. Je cite toujours le Père Courtois. Cette cordialité est d'autant plus nécessaire que l'on est davantage surchargé de travail et davantage en difficulté pour prendre le temps de nous informer plus longuement. Savoir que l'on se soutient mutuellement, même qu'on n'en a pas le temps de se le dire, savoir qu'a priori les initiatives sont prises en bonne part, qu'aucun sentiment de jalousie ne viendra ternir intention et réputation, que les explications nécessaires seront demandées et fournies loyalement en vue du succès commun, savoir surtout qu'en cas de coup dur, on trouvera toujours l'appui d'un bras secourable, cela constitue une sécurité dans l'action qui mérite bien, de part et d'autre, quelques efforts de caractère et même quelques sacrifices d'amour-propre. Alors vous entendez souvent le type qui dit, moi, là il y a trop de boulot, j'ai pas le temps d'être sympa, j'ai pas le temps de discuter gentiment avec chacun, je dois me concentrer sur les ordres à donner, sur l'opérationnel, le reste ça viendra plus tard. C'est compréhensible et en même temps, ça doit se nuancer. Un moine bénédictin me racontait une fois que son ancien père abbé, Don Gérard, le fondateur de l'abbaye du Barou, était un homme évidemment très occupé parce que, il ne faut pas croire, les moines, ce pas des gens qui font rien. Les moines, déjà, ils travaillent, ils prient, et le reste du temps, ils dorment, mais finalement un petit peu. Donc, toute leur vie, finalement, elle est très occupée, très réglée, très dense. Mais en plus de sa vie de moine, Don Gérard, il avait une vie de chef. Il avait une charge importante, et donc beaucoup de sollicitations, parce que un père abbé, c'est comme un évêque dans son abbaye. Donc il y a beaucoup de gens qui lui écrivent, qui lui demandent des choses, il est sollicité de partout, etc. Puis comme il faisait partie d'une des figures, en quelque sorte, du traditionnalisme à son époque, il était d'autant plus sollicité. Eh bien, ce moine bénédictin avec qui je parlais me disait, Don Gérard n'avait que peu de temps, mais il savait, lorsqu'il croisait un moine, avoir toujours un mot pour ce moine, une parole qui montrait à ce moine qu'il avait le temps de penser à lui, et il s'adressait toujours de manière personnelle. Même si c'était très court, même si c'était finalement parfois des paroles très simples, mais le but c'était de montrer finalement à chaque moine que le père abbé, même très occupé, et légitimement occupé, eh bien il pense à tout le monde comme un père. Et ce moine bénédictin avec qui je parlais, qui me racontait ça, il me donnait ce conseil évidemment à appliquer pour moi vis-à-vis de mes enfants. Parce que quand on a un travail qui nous prend beaucoup de temps, qu'on n'est pas forcément toujours présent comme on voudrait chez soi, eh bien c'est important de prendre le temps pour chaque enfant, de lui dire une parole qui soit personnelle, individuelle, de lui accorder de l'attention, un petit soin. Pas forcément énormément, parfois on n'a pas ce temps énorme à consacrer, partir 2 jours ensemble, etc., avec chaque enfant individuellement quand on a plusieurs, etc. Non, mais parfois, simplement quand on est là, prendre pour chacun un temps individuel, un mot personnel à chacun, même une petite parole, etc. Et même quand on est surchargé de travail, quand on est dans le rouge, etc., voilà, des petits regards, des petits merci. C'est quelque chose qu'il faut s'imposer un peu comme une discipline, comme une règle, hein. Ne jamais négliger les autres, hein, ne pas les prendre pour des robots, des IA, à qui on pourrait parler juste en donnant des ordres. Prendre quelques minutes, quelques secondes pour une parole aimable, une petite attention personnelle qui montre à chacun qu'on est là, que le soutien est présent, et que les gens qui travaillent avec nous aient conscience, justement, ce que nous dit le père Gaston Courtois, hein, qu'ils auront toujours l'appui d'un bras secourable. Hein. C'est la sécurité de l'action, hein, et ça mérite justement qu'on renonce à son amour-propre, parce que justement, on travaille ensemble pour le bien commun. Hein, et c'est comprendre en fait que tout ça, c'est toujours l'enjeu ultime, c'est le bien commun. Hein, c'est pas pour soi, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce qu'il y a un bien supérieur à atteindre ensemble, et pour atteindre ensemble ce bien qui nous dépasse, il est nécessaire que chacun fasse des efforts. Je cite toujours le père Courtois. Ce serait en effet une erreur de croire que la cordialité entre collègues est habituellement le fruit d'une génération spontanée.
L'expérience prouve que plus on a à travailler en commun, plus il faut être fidèle à toutes les délicatesses de la plus parfaite courtoisie. Que la confiance, comme l'amitié, ne se commande pas, mais se mérite. Que la sympathie est un sentiment que l'on recueille d'autant plus sûrement qu'on le sème plus généreusement autour de soi. Je vous fais une confession, je suis moi-même naturellement l'antithèse du mec cordial. Ou alors seulement quand j'ai un peu bu parce que j'ai l'alcool joyeux. Mais, blague à part, enfant, j'étais quelqu'un de plutôt timide. Toujours aujourd'hui, mon naturel est plutôt d'être quelqu'un de réservé. Et j'ai jamais été la grande gueule du groupe, le gars qui fait rire tout le monde, le bout en train, etc. Néanmoins, avec le temps, parce que je me suis rendu compte que c'était important, que c'était nécessaire, j'ai essayé de forcer ma nature pour m'obliger à aller vers les autres. Pour aller m'obliger à aller parler à quelqu'un que je connais pas. Souvent, quand je vois quelqu'un que je connais pas, je me dis, en fait, je vais le faire chier, je vais pas lui parler. Mais je me dis, en fait, ça se trouve, il se dit la même chose que moi, donc il y en a un des deux qui brise la glace, et du coup, voilà, il faut que je me force. Donc, tout ça pour vous dire, la cordialité, c'est pas quelque chose qui va naître tout seul. Il faut un peu se forcer, il faut un peu s'obliger. Et toujours aujourd'hui, ça m'arrive régulièrement d'être de mauvaise humeur, d'être tracassé par des soucis, d'avoir envie d'envoyer tout le monde promener, la vraie personne qui s'adresse à moi. Donc, c'est pas naturel, la gentillesse, la cordialité. C'est pas, comme dit le père Gaston Courtois, des vertus qui viennent spontanément. Ça se travaille, c'est de la volonté, c'est s'imposer, voilà, de ne pas être dans la spontanéité naturelle de ses sentiments, mais justement d'être capable de forcer sa nature pour un plus grand bien, encore une fois. Et ça me fait dire que la communauté, on parle souvent, il y a eu plusieurs podcasts que j'ai fait sur cette notion de communauté, parce que c'est quelque chose qui a disparu dans l'Occident moderne. Et cette communauté, c'est évidemment à la fois le meilleur pour l'homme, parce que l'homme est naturellement un être communautaire, mais c'est aussi sans doute une des réalités les plus pénibles à laquelle notre nature humaine est confrontée. Si vous vous souvenez la phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres, il n'a pas complètement tort. Évidemment, quand je suis enfermé dans mon petit moi, dans ma bulle intérieure, évidemment je suis bien tranquille parce que personne n'est là pour me juger, personne n'est là pour me contredire, personne n'est là pour me commander, personne n'est là pour m'interpeller à un devoir, pour me rappeler finalement au réel. Je peux me construire finalement ma propre réalité tout seul. C'est d'ailleurs une des problématiques justement de la modernité, parce que qu'est-ce que c'est dans le fond la modernité ? C'est le rejet de toutes les normes qui sont au-dessus de moi. Alors la première des normes qui est au-dessus de moi, c'est Dieu. C'est pour ça finalement que la Révolution française a cherché à s'émanciper de Dieu. C'est ensuite la figure du roi, c'est-à-dire le politique, les lois, qui est finalement une société, un ordre au-dessus de moi. Et puis ensuite, mai 68, etc., c'est le père de famille, parce que il restait plus que cette autorité-là dans la famille qui permettait à l'enfant de se décentrer de lui-même. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est toutes les normes sociales, c'est même la biologie, c'est même l'écriture, tout ça, c'est des contraintes qui représentent une altérité qui me ferait sortir de moi-même, qui m'imposerait finalement quelque chose d'objectif par rapport à ma subjectivité, mes désirs. Et on peut dire, voilà, le désir moderne, c'est d'être dans le fond une sorte de monade, un être autosuffisant qui s'auto-engendre. Et si on essaie d'analyser psychologiquement cette attitude, pour moi, elle se rapproche énormément du caprice de l'enfant. Mais d'un enfant, parce que ça fait partie justement du processus d'éducation, qui n'aurait jamais connu vraiment la bonne et saine frustration. C'est-à-dire que justement, qu'est-ce que c'est que le rôle du père ? C'est d'apprendre à ses enfants à se confronter au réel. Alors de le faire avec des bonnes étapes, de manière adaptée à chaque enfant, etc. Mais le père, c'est justement celui qui va couper un peu le cordon maternel et qui va aider l'enfant à se préparer à affronter le monde, etc. Donc, si je reviens à la communauté, il faut comprendre que la communauté, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout des liens permanents qui nous font en permanence être confrontés au regard d'autrui, donc au jugement. Et c'est évidemment ce jugement toujours quelque chose de pénible, difficile à supporter, surtout si on n'a pas été habitué à ça. C'est toujours le syndrome, vous savez, du fils unique qui va débarquer en internat. J'en parle d'autant plus que ça a été mon cas, j'ai un peu... je suis fils unique, à certains égards ma mère était très maternelle, et quand je me suis retrouvé en internat dans une forme de promiscuité permanente,
J'avais plus finalement la bienveillance maternelle toujours sur moi. J'étais confronté avec des personnes qui n'étaient pas a priori bienveillantes avec moi. Bah, c'est effectivement une douche froide. C'est extrêmement... c'est très troublant. Donc, tout ça pour dire que travailler en communauté, bosser à plusieurs, c'est s'exposer naturellement à des frictions. Parce que les hommes sont naturellement égoïstes, naturellement un peu orgueilleux. Et du coup, forcément, quand on les met ensemble, ça fait des étincelles. Alors, parfois, ça passe bien, et c'est justement ce de quoi on est en train de parler là aujourd'hui. Donc, quand un projet ne marche pas, souvent, une des raisons principales, c'est la question humaine, c'est la question de l'ego. C'est qu'il y a eu deux chefs, là, en fait, ils n'étaient pas capables de s'entendre. Et c'était forcément l'un énervait l'autre. Si l'un réussissait, ça énervait l'autre, il était jaloux, etc. Donc, il faut bien comprendre qu'il est nécessaire de dépasser cela. Et qu'est-ce qui permet de dépasser ça? C'est la cordialité, c'est l'amitié. On va poursuivre. La confiance se mérite. La sympathie est un sentiment que l'on recueille d'autant plus sûrement qu'on le sème plus généreusement autour de soi. Qu'est-ce que nous dit ici le Père Courtois? C'est qu'il ne faut pas s'étonner d'être l'objet soi-même de tensions, de méfiance, etc., si on n'a pas fait le premier pas vers les autres. Ça demande forcément de sortir de sa zone de confort. Ça demande de forcer son tempérament, ça demande de prendre sur soi, ça demande d'être parfois à l'initiative en fait, du sourire. La personne en face de vous, elle vous regarde de manière un peu froide. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut sourire à tout le monde, et n'importe quand, n'importe comment. Mais quand c'est la bonne occasion, il faut parfois justement être l'initiateur du réchauffement, de la douceur. Je continue toujours en citant le Père Courtois. Pourquoi cet air dur, ce visage fermé, cet œil soupçonneux, ce ton agressif pour vous adresser à ce collègue? Pourquoi ce sourire ironique, cette joie sadique de le trouver en défaut ou de souligner sa faute? De grâce, aimeriez-vous qu'on vous traitât ainsi? Tout est-il donc si parfait en vous et chez vous que vous vous sentiez le droit de jouer au redresseur de tort et à l'enleveur de paille dans l'œil de vos voisins? Étonnez-vous, après cela, que vous soyez discuté et tenu à l'écart. Alors les exemples du Père Courtois, ils pourraient presque paraître un peu caricaturaux. Mais, néanmoins, je suis obligé de constater qu'ils sont assez proches de la réalité, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le militantisme, que ce soit même parfois sur le parvis d'une église. Il y a toujours cette espèce de vieux fond d'orgueil humain, de bête méchanceté qui va rendre les cœurs étroits, froids, grincheux. Je vous dis, j'ai croisé ce type d'attitude, de comportement, partout où je suis allé. Que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'église, que ce soit dans des entreprises, que ce soit dans le militantisme. Pourquoi est-ce que nous sommes si souvent comme ça? C'est-à-dire l'œil soupçonneux, le visage fermé, le ton agressif. Je sais pas. J'ai des hypothèses de réponse. Je me demande si, au fond, tout ça ne serait pas dû à une espèce de peur, de ressentiment qu'on a en soi. On croit bêtement que c'est en étant froid et méchant qu'on va maintenir la bonne distance pour asseoir son autorité. Qu'en gros, on va être justement bien à sa place de chef en rabaissant les autres, parce que comme ça, ils vont nous reconnaître plus grands, puisqu'on les a rabaissés. Je peux vous dire franchement, si vous avez cette tendance, croyez-moi, ce n'est pas en étant sympathique avec les autres qu'on se fait marcher dessus, bien au contraire. J'ai expérimenté cette situation-là. Parfois, on m'a dit, mais t'es trop gentil, t'es trop... voilà. Moi, je ne suis pas du genre à être non plus trop gentil. Mais, voilà, évidemment, parfois, il faut savoir être ferme. Mais je ne pense pas que ce soit de la familiarité déplacée que d'être souriant et avenant. J'ai beaucoup vu ça. J'ai jamais été dans l'armée, mais j'ai pas mal d'amis militaires et de différents grades. Et on m'a raconté souvent, parfois, que les officiers, les Saint-Cyriens, sont justement froids, distants avec leurs hommes. Et j'ai connu aussi des Saint-Cyriens, des officiers qui justement n'ont pas adopté ce tempérament-là, et ça leur a pas du tout fait perdre leur autorité. Au contraire, en fait, le petit chef, le petit gars qui sort de Saint-Cyr et qui traite ses hommes quasiment comme de la merde, qui se croit tellement supérieur à eux, qui les salue à peine, qui les regarde toujours avec d'un air méfiant, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est tout simplement en train de créer de la distance qui n'est pas nécessaire, une forme En fait, il est en train de créer de la méfiance à l'égard de ses hommes. Vous savez que le chef, évidemment,
un officier, vous n'allez pas lui taper la main sur l'épaule, c'est normal. Mais s'il est bien à sa place, s'il est droit, etc., mais si il a justement cette parole euh, capable de toucher le cœur des hommes avec qui il travaille, il va s'aliéner leur confiance. Il va avoir des hommes qui vont être prêts à mourir pour lui, à le suivre au combat jusqu'au bout. Et je peux vous dire, ça fait vraiment la différence. J'en ai parlé avec beaucoup de militaires et je peux vous dire que le vrai chef, hein, c'est pas celui qui est hautain, qui est froid, distant, etc., quoi. On m'a raconté des histoires d'officiers. Donc ils ont pas mal de... Vous savez, en ce moment, il y a cette vague de conversion qui touche un peu tous les milieux sociaux et particulièrement des milieux de petits Français de souche, qui aiment bien l'armée, qui aiment bien qui ont une recherche de racines, etc. Donc ils se convertissent dans le cadre de l'armée et puis ils se retrouvent à aller à la messe le dimanche dans la même paroisse que leur officier. Et leur officier leur dit même pas bonjour quand ils croisent, parce qu'un officier ne dit pas bonjour finalement à des hommes du rang. Mais franchement, je trouve ça lunaire. Déjà d'un point de vue chrétien, je trouve ça lunaire, mais même d'un point de vue militaire, d'un point de vue du chef, je trouve que c'est pas normal. Je continue de vous lire le père Gaston Courtois. Il est tellement plus agréable, et disons le mot, plus efficient, de travailler dans une atmosphère de bonne humeur et de confiance. Savoir excuser, aider à réparer une bévue, à atténuer les conséquences d'une erreur, être heureux d'avoir à rendre service, avoir aussi le bon esprit de fournir l'occasion d'en recevoir, relater d'un mot discret mais sincère le mérite ou le succès d'autrui, rappeler à propos de l'auteur d'une bonne idée ou d'une initiative heureuse, se réunir parfois en dehors du service, et là, loin de toute préoccupation immédiate de travail, s'esbaudir ensemble dans une atmosphère de joyeuse détente, autant d'excellents moyens de favoriser cette bienfaisante cordialité des relations entre les chefs. Mais tout cela n'est possible, et n'est efficace que s'il y a de part et d'autre volonté délibérée de s'entendre, à tout prix, pour le plus grand bien de l'œuvre commune. Donc vous l'avez compris, il donne des exemples très concrets, savoir s'excuser, aider quelqu'un qui a fait une erreur à la réparer, rendre service avec le sourire, accepter aussi qu'on nous rende des services, dire aux personnes qu'on fait des choses bien, leur rappeler leur mérite, etc. Toujours quand une idée, quand on a utilisé la bonne idée de quelqu'un, on va dire voilà, c'est grâce à un tel que j'ai eu cette idée, etc. Savoir parfois se retrouver pour prendre un verre en dehors du travail ou des moments où on est dans le feu de l'action et du devoir, etc. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais il dit à la fin une chose très importante, s'entendre à tout prix pour le plus grand bien de l'œuvre commune. Pour moi, c'est vraiment le sujet le plus important, c'est la division. Rappelons-nous que le diable, diabolos, c'est étymologiquement le diviseur. Le plus grand bien de l'œuvre commune, ça implique justement de mettre son ego de côté, de savoir être cordial même avec des personnes pour qui on n'a pas d'atome crochu. J'ai vu dans la vie politique française des chefs imblairables. Et des chefs imblairables qui finalement ont petit à petit saboté toute l'œuvre belle qu'ils avaient pu essayer de développer. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, c'est des gens, ils avaient tellement un fort caractère, et c'est bien en soi d'avoir un fort caractère, c'est souvent les caractéristiques des grands chefs, mais ça ne doit pas s'accompagner finalement d'une morgue, d'être cassant, d'être froid, de détruire des gens, etc. Donc, il faut bien comprendre que quand on est chef, on doit servir le bien commun. On n'est pas là en train de se servir soi-même. Et donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut sourire bêtement à des personnes qui se comportent mal et qui nuisent au bien commun. Je vais encore vous faire part d'une anecdote personnelle. Dans mon travail, j'ai connu des personnes qui mettaient toute leur énergie, je suis peut-être un peu sévère, mais franchement, je n'ai pas l'impression d'exagérer, toute leur énergie à me savonner la planche et à médire contre moi. Alors au début, j'étais surpris quand on me rapportait un truc, il a dit ça sur toi, etc. Mais je me dis, c'est bizarre. Donc j'en parle à la personne, je me dis, il doit s'agir d'un malentendu, donc on s'explique. Finalement, les explications de vive voix fonctionnent bien. On se quitte pas fâché, avec une bonne et franche poignée de main, un bon sourire, etc. Et puis, quelques jours après, ça revient encore à mes oreilles. Il y a de nouveau des coups fourrés, des médisances, des calomnies, etc. Donc, j'essaie de comprendre, me dire, est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que j'ai fait une erreur ? J'essaie de déceler le malentendu, etc. Et à force, je trouve toujours que la cause est irrationnelle. Il y a une forme d'animosité qui... Je suis incapable de l'expliquer. Et du coup, après plusieurs tentatives pour essayer de s'expliquer, de se réconcilier, etc., je suis obligé de me résoudre que j'ai affaire
à des personnes qui sont animées d'une jalousie, d'une malveillance irrationnelle et surtout inflexible. C'est pas possible de les faire changer. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, soit, à mon tour, je rends coup pour coup. Donc, voilà, je m'abaisse en quelque sorte à leur bassesse. Soit je fais comme si de rien n'était. Mais en fait, je suis incapable de ça. C'est-à-dire qu'en gros, franchement, voilà, il m'est arrivé des trucs de fou parfois. Hein. Encore une fois, je suis incapable d'expliquer si les choses venaient bien de cette personne. Mais j'ai déjà retrouvé mes pneus de ma voiture crevés. Bon, je sais pas, alors je me garais toujours au même endroit, enfin, bizarrement, à plusieurs reprises. J'ai des trucs qui ont disparu dans mon bureau. Enfin, bon, voilà, encore une fois, je suis peut-être paranoïaque, ça se trouve, ça venait de toute autre personne. Mais bon, étrange. Étrange coïncidence. Mais voilà, j'ai vraiment du mal à me voir aller crever les pneus de la bagnole de quelqu'un. Je trouve ça tellement ridicule, petit. Enfin voilà, j'ai la flemme en fait. Enfin, je sais pas, ça, c'est pas ma nature que d'aller rendre coup pour des trucs aussi pourris. Et du coup, j'avais aussi des remords par rapport à cette situation. Parce que, voilà, comme je suis pas capable non plus de faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire de dire bonjour et sourire à quelqu'un dont je sais, parce qu'on me l'a rapporté et que c'est vrai et que voilà, je fais confiance aux personnes qui me l'ont rapporté, que cette personne est en train de cracher son venin sur moi, je peux pas la saluer avec un grand sourire. C'est pas, ça me paraît pas, je sais pas, c'est bizarre. Donc, voilà, donc en gros, ce que je me contentais, c'est qu'il fallait pas s'aborder l'entreprise. J'ai pas le droit de faire état de ces trucs ridicules, en plus, à tout le monde. Donc j'en parle à personne. Et je me contente simplement voilà, de dire bonjour froidement dans le couloir, et puis c'est tout, quoi. Enfin, voilà, de ne pas croiser plus que ça la personne. Mais tout ça, même avec ça, j'avais quand même des remords, j'aimais pas cette situation, donc j'ai fini par en parler à un prêtre. Et le prêtre m'a beaucoup rassuré. Il m'a raconté finalement l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous savez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un peu la sainte parfaitement que vous représentez dans une image d'Épinal, les petites roses, la gentillesse parfaite. Vous imaginez, voilà, petite Sainte Thérèse, c'est voilà, le cliché parfait de le côté mielleux des cathos, que de mon naturel qui vient pas de cet univers chrétien a un peu du mal à vivre avec ça. Donc le prêtre à qui j'en parle me dit, mais vous savez, Sainte Thérèse, elle faisait aussi l'objet de la méchanceté bête de certaines de ses consoeurs carmélites. Et sa solution à elle, pour garder la charité, ce n'était ni de feindre l'amitié, de faire semblant d'être hypocrite, mais c'était d'accepter le réel. Ça, voilà, ni elle va pas foutre une claque ou etc. À une espèce de bonne sœur un peu grincheuse, hein, mais elle se dit voilà, c'est comme ça. Je peux pas changer cette personne. Donc plutôt que pour éviter d'avoir des mauvaises pensées, du ressentiment à l'égard de cette personne, je vais éviter cette personne. Quand elle rentre dans la pièce, j'en sors. Alors ça peut paraître de la lâcheté, mais j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit finalement, c'est peut-être la moins mauvaise des solutions lorsqu'on est forcé de collaborer à une œuvre commune avec des personnes qui ont l'air résolument méchantes, bêtes, ou simplement aigries. Donc, vous ne pouvez pas régler vos comptes parce que ça nuirait au bien commun. Vous n'avez pas envie non plus d'être un faux cul. Donc, tout simplement, ces personnes-là, vous essayez de les éviter. Elles sortent de vos pensées, comme ça, vous arrêtez de vous prendre la tête et de remuer du noir sur ces petits mauvais coups qu'on vous a fait. Et alors, vous pourriez me dire, évidemment, aujourd'hui, on est à l'époque des caméras de surveillance, on est à l'époque où la justice va réprimer toute violence, donc on n'a pas le droit finalement à la violence, mais si on était à une autre époque, ça se réglait avec une bonne droite, avec un duel, voilà, on lui pète les rotules et puis c'est fini. Alors, évidemment, c'est pas pour me déplaire, hein, le duel, voilà, j'aime beaucoup les sports de combat, j'aime les explications franches et sincères, mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que je crois que le duel avait pour mérite de mettre un terme à un conflit d'une manière, au final, assez simple et loyale. Mais n'oublions pas que le duel dans la tradition européenne, et corrigez-moi si je me trompe, hein, mais c'est pas censé être un défouloir. C'est pas le lieu où on va exacerber son ego, ses passions malsaines. Hein. Le duel, c'est pas
ah, il m'a mal parlé, du coup, voilà, je vais lui péter la gueule. Enfin, non, je pense que c'est pas ça. Je pense que le duel, c'était quelque chose qui était assez codifié et qui était recommandé lorsque l'honneur avait été sali. Mais l'honneur, c'est pas l'ego. L'honneur, c'est pas ma petite personne, mon petit moi. L'honneur, c'est une réalité au-dessus de nous. C'est un nom de famille, et donc un nom de famille, c'est une lignée. Il y a ceux qui sont avant nous, il y a ceux qui sont après nous. Je ne peux pas laisser salir mon nom, parce que c'est pas juste moi. C'est mon pays, c'est l'Église, voilà, c'est une réalité, c'est un corps qui est une communauté qui doit être défendue. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut essayer de discerner les cas où on doit accepter de ronger son frein et parce que pour le bien, il faut être capable de mettre son ego de côté, et les cas où il faut faire preuve de force. Alors je pense, encore une fois, je vous livre simplement un critère personnel de réflexion, hein, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que tant que le bien commun n'est pas objectivement menacé, le catholicisme nous impose d'accepter de prendre les humiliations comme une croix à supporter péniblement. Et là-dessus, je trouve que l'image du Christ qui est couronné d'épines, pendant sa passion, cette couronne d'épines, c'est pour singer justement sa royauté. C'est une moquerie, en plus d'être un supplice. Les soldats lui crachent au visage, ils s'égosillent de moqueries sur lui, etc. Et le Christ nous donne la leçon de les porter. Alors, il y a évidemment toute une dimension surnaturelle, parce que en prenant ces moqueries-là, il prend toutes les moqueries, voilà, il est de sa manière, voilà, en train de les réparer, de les purifier, etc. Mais je pense qu'il faut parfois s'armer de courage, regarder le Christ dans sa passion, lorsque on subit certaines moqueries, même injustes. Je pense néanmoins que la défense du bien commun, ça passe aussi par la dissuasion et par des sanctions exemplaires. Parce que, à force de se laisser marcher dessus, à force de courber les chines, à force de rien dire, on invite l'ennemi à recommencer. Donc, pour moi, le critère de discernement, il est là, il est important. Est-ce que je suis face à une personne qui est juste bête et méchante, une personne qui va juste me nuire? Mais en fait, finalement, en essayant de me nuire, elle va aussi se ridiculiser aux yeux de tous les honnêtes gens, parce que ces attaques sont le fruit d'une petitesse, d'une bêtise, etc. Ou est-ce que je suis face à une personne qui s'en prend à moi et qui, en s'en prenant à moi, cherche à s'en prendre au bien commun, et en fait, elle risque, si je fais rien du tout, de nuire à des choses qui sont plus importantes que moi ou plus fragiles que moi? Dans ce cas-là, je pense que j'ai le devoir de me défendre. Parce que, en me défendant, je défends plus que moi. Dans les autres cas, si c'est juste, finalement, ma patience qui est mise à l'épreuve, mon amour-propre, je pense que je dois souffrir patiemment en l'offrant, en m'unissant au sacrifice de la croix. Bon, c'est une réflexion dont je vous fais part. Il y a sans doute de la nuance à mettre, il y a sans doute des cas particuliers qui sont compliqués, mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de voir les choses lorsque je me retrouve confronté à ce type de situation. Alors, passons maintenant aux réflexions personnelles que nous propose le Père Courtois. Avez-vous habituellement un visage ouvert ou fermé? J'ai naturellement un visage plutôt fermé et je me force de sourire, je me force d'essayer de passer au-dessus. Êtes-vous en général avec vos camarades distants ou accueillants? C'est très important quand vous voyez des nouveaux arriver dans un groupe. C'est très important quand vous avez des gens qui sont un peu timides, d'essayer d'aller les accueillir. Avez-vous facilement le mot pour rire? Savez-vous plaisanter à propos, sans blesser? Quand on vous dérange, avez-vous l'air bougon? Quand le téléphone vous appelle, répondez-vous sans marquer d'impatience? Acceptez-vous volontiers de rendre service, même quand ça vous gêne? Avez-vous habituellement le souci d'être agréable à ceux qui vous entourent? Quand vous êtes dans l'obligation de refuser un service, le faites-vous de telle manière que l'on comprend bien votre peine sincère de ne pouvoir le rendre? Quand un incident fâcheux est survenu avec un de vos collègues, avez-vous le désir d'arranger cela? Ou préférez-vous vous draper dans votre dignité et garder une attitude distante ou boudeuse? Êtes-vous exact à l'occasion d'un succès ou d'un deuil de vos camarades à lui manifester sincèrement votre sympathie? Avez-vous compris que la revendication médiculeuse de tout votre dû en toutes circonstances finit
par constituer pour votre entourage une attitude injurieuse. L'application excessive du droit conduit parfois à l'injustice. Alors, à travers ces réflexions personnelles, je vous invite donc à vous poser sincèrement ces questions, à réfléchir, à remettre en cause un petit peu parfois vos habitudes. L'exercice de la semaine, c'est de faire le total de tous vos camarades, de tous vos collègues, de tous ceux qui sont sympathiques ou de tous ceux qui sont antipathiques. Et de voir finalement dans votre entourage, est-ce que vous êtes entouré plutôt de personnes sympathiques ou plutôt de personnes antipathiques. Si vous êtes entouré d'une majorité de personnes antipathiques, alors ça peut être un concours de circonstances pénibles, mais c'est peut-être aussi parce que vous voyez tout en noir et qu'il faudra peut-être faire preuve d'un peu plus de bienveillance. Donc l'effort, c'est d'appliquer à regarder avec bienveillance les gens auxquels vous avez affaire. Et parfois c'est difficile parce que quand vous êtes confronté à une personne qui fait plusieurs fois de suite des erreurs, vous allez en venir à la regarder systématiquement comme une personne fautive. Avant même que la personne ait ouvert la bouche, avant même qu'elle ait fait un truc, vous dites, de toute façon, lui, il va encore faire de la merde. Essayez de vous efforcer à changer votre regard pour permettre justement à ces personnes-là, qui ont fait parfois plusieurs erreurs de suite, de se relever et aider-les vraiment à réparer leurs erreurs, à se remettre dans un chemin justement positif où ils arrêtent de faire une série d'erreurs. Les sujets de conversation de la semaine, c'est quel danger représente le manque de cordialité entre chefs. Ça, on va donner un peu les réponses dans le podcast. Et comment peut naître et grandir l'amitié entre les chefs. Le livre de la semaine, c'est Étoile au grand large de Guy de Larigaudy. Alors, donc, c'est un livre qui a été publié après la mort de Guy de Larigaudy en 1943. C'est surtout des notes, ses lettres et son carnet de route. Alors, qui était Guy de Larigaudy ? Il est né en 1908 à Paris. C'est d'abord un écrivain, c'est aussi un voyageur, c'est une sorte de Sylvain Tesson avant l'heure, et c'est un des pionniers du scoutisme français. Il va donc être connu parce qu'il fait un tour du monde, où il traverse l'Europe jusqu'en Asie, avec un voyage en voiture jusqu'à Saigon, en 1937. Il va raconter ça dans un livre qui s'appelle Les Vagabondages d'un Français en Asie, et il va mourir en 1940, donc tout début de la guerre, en tant que sous-lieutenant dans l'armée française. Et on le retrouve mort, son chapelet à la main, avec un sourire sur son visage. Donc il a mené une vie rapide, et il est mort jeune. C'est un des symboles du scoutisme. On lit souvent les livres de Guy de Larigaudy dans le scoutisme. Et comme vraiment l'aventurier. L'aventurier animé par la foi, évidemment. Et donc, Étoile au grand large, c'est un peu un journal spirituel, un journal des grandes questions de l'existence, le sens de l'aventure, le sens de l'unité de vie aussi, chose très importante. Comment vivre au quotidien comme un seul homme, c'est-à-dire ne pas segmenter d'un côté le chrétien, de l'autre côté le travailleur, de l'autre côté le mec qui s'amuse. Vivre de manière finalement unifiée, fidèle, notre foi, notre travail, nos plaisirs. Et donc c'est un peu une sorte de chevalier, un peu des temps modernes, parce que il essaye de retrouver ces grandes vertus chevaleresques, le courage, la loyauté, le service, la simplicité, et tout ça à travers cette quête d'aventure, qui pour lui est vraiment, on rencontre le Christ dans l'aventure. Donc je vous invite à lire ce livre. Et puis on va finir par une pensée de Guy de Larigaudy. Il est un bon moyen de se créer une âme amicale, le sourire. Tu veux faire à un camarade une critique que tu juges nécessaire, lui donner un conseil que tu crois utile, critique. Conseil, chose dure à avaler. Mais souris, compense la dureté des mots par l'affection de ton regard, le rire de tes lèvres. Par toute ta physionomie joyeuse et ta critique, ton conseil porteront mieux parce qu'ils n'auront pas blessé. Chers auditeurs, je vous remercie encore pour votre soutien et vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine dans Retour au réel.